2 années de fonctionnement et des changements notables, le Fonds permanent de développement des collectivités territoriales est plus que satisfait des résultats enregistrés. Un bilan rendu possible par l'application d'une réforme. Pour en parler ce soir, Bruno Dipama, directeur général, invité de ce 20h. Des températures chaudes en plein mois de décembre et janvier, inhabituelles pour les Burkinabés, une situation qui intrigue et même inquiète. Serait-ce les signes annonciateurs d'une canicule à venir? On s'intéresse au sujet dans l'un des dossiers de cette édition. Et puis cet autre sujet qui mérite un intérêt, la mendicité des talibés, communément appelés garibous. Par vagues de jour comme de nuit, petits et jeunes font la manche pour une pitance quotidienne. Une pratique, bien que suscitant des plaintes, est encouragée par les responsables de foyers coraniques. À tous, nous donnons la parole dans cette édition. Faustin Archange Touadéra, réélu au premier tour de la présidentielle en Centrafrique, plus de 50% des voix comme annoncé par la commission électorale, des résultats en attente de validation par la Cour constitutionnelle. Ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de les développer, nous recevons le secrétaire général du gouvernement, Monsieur Stéphane Sanou. Bonsoir, Monsieur Sanou. Bonsoir, Madame. Vous avez la parole. Merci. Décret numéro 2021-0001, presse portant nomination du Premier ministre. Le président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, décrète. Article 1. M. Christophe Joseph Marie Dabiré est nommé Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du FASO. Ouagadougou, le 5 janvier 2021, signé Roch Marc Christian Kaboré. Merci. Voilà, merci bien, Monsieur Sanou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du gouvernement et que vous êtes venu nous apporter la lecture du décret portant nomination du Premier ministre. Restez avec nous pour la suite de cette édition. Une montée des couleurs en présence du chef suprême des armées. Ce matin, le président du FASO a présidé la cérémonie au palais de Kosiama. L'acte se veut patriotique et une invite à l'union autour des valeurs fondamentales du vivre ensemble. 24 mois de fonctionnement pour le Fonds permanent de développement des collectivités territoriales. Plusieurs défis relevés dans l'augmentation du portefeuille des projets et la diversification des partenaires techniques et financiers. Des résultats rendus satisfaisants grâce à la mise en œuvre d'une réforme. Boukari Ouedraogo nous en donne les détails. Devoir de redevabilité du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales vis-à-vis des professionnels des médias. 19 pour présenter les grandes lignes de sa lettre de mission, le directeur général monte encore au créneau pour cette fois faire le bilan de 2 années de fonctionnement. 2 années au cours desquelles bien des défis ont été relevés, notamment l'augmentation du portefeuille des projets en faveur des collectivités territoriales, l'augmentation des partenaires techniques et financiers, l'efficacité dans le traitement des dossiers et le plus notable, la réforme du fonds qui devient désormais une agence. L'ADCT a pour principale mission de concourir au développement des collectivités territoriales à travers la mobilisation, la centralisation et la mise à disposition de tous les appuis financiers en direction des collectivités territoriales. De nouvelles missions pour l'Agence du développement des collectivités territoriales qui, au-delà des subventions octroyées aux 364 collectivités, pourra octroyer des prêts et mieux encore leur apporter un appui technique. C'est en tout cas un directeur général satisfait d'avoir rempli sa mission, une mission réussie grâce à ses collaborateurs, a-t-il souligné, malgré le contexte difficile de la maladie à coronavirus. Monsieur Dipama, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur général du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Alors, on a vu dans le reportage qui vient de passer, le fonds devient Agence nationale d'appui au développement des collectivités. Est-ce qu'on peut savoir un peu quelles sont les implications de ce changement? Merci. Vous savez que le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales est opérationnel depuis 2008. Et de 2008 à 2020, il a pu mobiliser
plus de 120 milliards de francs CFA et financé plus de 12 000 projets à travers l'ensemble des collectivités territoriales du Burkina Faso. Mais dans son fonctionnement et dans l'exécution de ses missions, il a été donné de constater des insuffisances. Et c'est ce qui a commandé en tout cas cette restructuration, qui est le fruit d'une réflexion profonde, qui a proposé en tout cas que, à partir de maintenant, il y ait une mutation de cet instrument d'accompagnement financier des collectivités territoriales en agence pour qu'ils puissent porter plus de missions, notamment des missions d'appui technique en direction des collectivités territoriales, mais également qu'ils puissent consentir des prêts et des garanties aux emprunts des collectivités territoriales. Voilà donc les innovations majeures qui résultent en tout cas de cette restructuration du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales qui devient l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales. Justement, des prêts, un appui technique, quelles seront donc les modalités pratiques pour les collectivités territoriales pour bénéficier donc de cet accompagnement? Vous savez que c'est une structure qui est là pour les collectivités territoriales et les modalités d'accès à ces prêts ainsi que les modalités pour un bon accompagnement des collectivités territoriales en matière technique seront définies par des documents opérationnels qui sont déjà conçus en draft et qui attendent juste d'être adoptés par le conseil d'administration de l'Agence nationale de développement des collectivités territoriales, en abrégé ADCT. D'accord. Alors, des modalités qui seront définies, mais est-ce que déjà vous avez les moyens de vos ambitions financièrement parlant? Pour ce qui est de l'opérationnalisation du guichet prêt et garantie aux emprunts, c'est vrai que nous nous appuyons sur l'État du Burkina Faso, qui, je dois le rappeler, depuis plus d'une décennie, accompagne le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales chaque année avec un montant qui oscille entre 10 et 6 milliards de francs CFA. Et typiquement pour l'opérationnalisation de ce guichet prêt et garantie aux emprunts, c'est des ressources supplémentaires qui ont été demandées au ministère de l'économie et des finances et nous attendons de voir quel va être le volume de l'enveloppe qui nous sera alloué pour rendre opérationnel ce guichet-là. Est-ce que déjà au niveau des collectivités territoriales, elles peuvent, elles également, revoir à la hausse leurs ambitions? Ben, je crois que si, parce que l'objectif principal à travers l'opérationnalisation de ce guichet prêt et garanti aux emprunts, c'est de pouvoir donner des montants conséquents aux collectivités territoriales pour financer des projets d'une certaine envergure qui vont changer les visages des communes et des régions de notre pays. D'accord. Alors, Monsieur Dipama, merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur général du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, maintenant Agence nationale d'appui au développement des collectivités. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition et on reparle ce soir de la performance de nos forces de défense et de sécurité en 2020. Un agenda bien dominé par la lutte contre le terrorisme et pour ce faire, la naissance de 2 états-majors, un à Kaya et l'autre à Fada, des FDS soutenus également dans leur combat par les volontaires pour la défense de la patrie. La rétrospective de l'actualité sécuritaire avec Draman Guéné. 2020 aura été l'année de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité. Après 5 ans de lutte contre le terrorisme, les FDS sont adaptés à cette guerre asymétrique. Au sommet de l'État, la loi portant organisation de la défense nationale votée crée 2 états-majors tactiques de véritables bataillons antiterroristes dirigés par des officiers supérieurs. L'état-major tactique numéro 1 basé à Kaya et le numéro 2 basé à Fadan Gourma. Cette configuration de l'armée crée des ramifications pour un bon maillage du territoire national. Des bases d'appui consolidées installées dans les zones sensibles, chacune dotée de plusieurs relais, les détachements. Le territoire est quadrillé, les FDS se dotent d'équipements de dernière génération et même des moyens aériens. Aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à faire quelque chose, ce n'est pas la faute de quelqu'un, ça serait de notre faute. Je puisse vous l'affirmer avec les équipements, avec les moyens qu'on a, en tout cas, nous pouvons atteindre toutes les frontières du Burkina Faso pour appuyer les unités qui sont sur le terrain. Le 21 janvier 2020, l'Assemblée nationale adopte la loi portant institution des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP.
L'armée est autorisée à recruter des civils locaux pour appuyer la politique de sécurisation du pays. En septembre 2020, le président du Faso prend un décret de création du 14e régiment interarmé basé à Djibo dans le Sahel. L'armée retourne à Djibo, l'administration publique reprend du service dans la ville. Grâce à ces différents dispositifs, les FDS sont portés sur l'offensive. Plusieurs opérations de restitution de la quiétude sont menées sur beaucoup de fronts. En octobre 2020, Barsalgo est libéré aux portes de Kaya. Dans plusieurs autres localités où la terreur était devenue la loi, les terroristes sont délogés, poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement. Ce sont des opérations baptisées Restauration. Les barrages des forces de défense et de sécurité sont devenus des forteresses imprenables. Sauf quelques embuscades, les explosifs déposés sur les axes sont la plupart détectés et désamorcés sans dégâts. Les terroristes acculés se livrent à des actions de désespoir. Ils s'attaquent à des civils aux mains nues. En février 2020, les terroristes ont fait irruption dans le marché de Lamdamol dans le Sénou. 18 civils perdent la vie. Août dernier, le marché de bétail de Namungu dans l'Est est attaqué. Une vingtaine de civils tués et plusieurs autres blessés. Toujours dans la lutte contre l'insécurité, les initiatives se multiplient. Le 22 octobre, la police secours est portée sur les fonds baptismaux, d'abord à Ouagadougou pour une phase pilote. Gendarmes et policiers forment ce corps basé sur les renseignements et la prévention des crises. La situation sécuritaire qui fait des victimes, dont les enfants, plusieurs abandonnent les bancs parce qu'obligés de quitter leur site habituel. Déplacés internes, ils sont localisés dans les provinces de la Kossi, du Yatenga et du Loroum. À leur chevet, l'ONG Educo qui lance officiellement le projet Réponse inclusive et sûre pour la continuité de l'éducation des enfants déplacés internes. Les détails avec Draman So. Ils sont 11 500 les élèves âgés de 3 à 18 ans de 27 établissements préscolaires, primaires et post-primaires qui auront le sourire aux lèvres. Grâce à l'ONG Educo qui a décidé d'injecter 461 millions de francs CFA pendant 12 mois, ces enfants pourront poursuivre leur cursus dans un contexte d'insécurité. En plus de ces élèves, 268 acteurs de l'éducation bénéficieront indirectement des retombées du projet Rescode. Le ciblage de ces enfants donc sera fait en collaboration d'abord avec les directions régionales qui ont déjà une stratégie de travail sur le terrain sur laquelle nous allons donc nous appuyer pour s'assurer que nous ciblons donc les écoles prioritaires et les écoles effectivement qui font partie de la priorité des directions régionales et provinciales en charge donc de l'éducation. Les écoles prioritaires sont celles des communes de Tougan, Nouna, Waiguia, Titao et Namisigma. Elles bénéficieront d'un appui technique et financier dans le cadre du projet Rescode. Donc, il s'agira donc de permettre à ces enfants d'accéder à travers donc, la construction d'espaces semi-temporaires, l'équipement de ces salles, mais aussi le renforcement des capacités des acteurs de l'éducation. Donc nous allons aussi octroyer des bourses aux élèves les plus vulnérables. Nous allons donc en lien aussi avec la pandémie à Covid-19 doter aussi ces écoles-là des dispositifs de lavage de mains. Pour joindre l'acte à la parole, Educo et ses partenaires remettent du matériel aux élèves des communes bénéficiaires. Et pour ces autres enfants, la rue est devenue le lieu du gagne-pain quotidien à travers la mendicité. Par vagues de tous âges, on les retrouve aisément dans les débits de boissons et autres lieux de rassemblement. Plusieurs sont issus de foyers coraniques et avec eux, c'est tout le phénomène de la mendicité qui inquiète. C'est le sujet du dossier de ce soir depuis Dédougou avec Dramanso. Être accosté par un talibé qui demande quelques pièces de monnaie est un spectacle presque ordinaire dans la vie de Dédougou. Cette forme de mendicité liée à l'apprentissage dans les foyers coraniques, c'est le quotidien du Petit Chouleman.
Je veux devenir un grand guide religieux. Nous partons au marché pour mendier et à 14h, nous reviendrons pour la lecture du Coran. De jour comme de nuit, ils sont plus de 500 talibés, encore appelés Garibou, à faire la manche dans les espaces publics de la ville de Dougou. Un phénomène qui n'est pas du goût de certains habitants de la cité de Bangui. Vous-même, vous voyez, il y a des clients, il y a d'autres, ils aiment, il y a d'autres aussi, ils n'aiment pas. Des fois, ils se collent trop. On est forcé de les chasser. Pour certains maîtres coraniques, cette gêne causée au usagers des espaces publics relève des caprices de l'enfant de façon générale. Ils mettent en avant les efforts faits pour garantir des conditions d'un apprentissage acceptable. Ici, ils mangent à leur faim. Ils sont bien soignés. La mendicité des talibés ne concerne que les garçons et est une question sensible qui touche à la fois la religion, l'éducation et les droits de l'enfant. Les filles talibées ne mendient pas. Leurs parents amènent leurs vêtements et les médicaments en cas de maladie. La direction régionale en charge de l'action sociale se soucie de l'épanouissement des tout-petits à travers des séances de sensibilisation. C'est les causeries éducatives que nous avons avec eux. Et ensuite, il y a des enfants aussi que nous suivons dans la rue. Nous avons des collègues qui suivent les enfants dans la rue, surtout les enfants qui sont confiés à la loi, comme on le dit souvent. Voilà, donc quand ils sont dans cette situation, nous travaillons un peu avec le ministère de la Justice qui nous réfère à ce type d'enfants et que nous suivons également, en fait, soit en les scolarisant ou bien en ayant fait un suivi auprès de leur maître coranique pour leur permettre en fait d'être pris en charge. L'association ICRA apporte un soutien pédagogique à la quinzaine de foyers coraniques contre la ville de Dougou. Les actions qui ont été menées à travers, comme j'ai dit, l'introduction du français, l'introduction de la langue ajami, c'est-à-dire utiliser les caractères arabes pour parler la langue maternelle, Moré, Fulfulde, Djula. C'est effectif dans ces foyers-là. En tout cas, à la rencontre Djula, on a demandé au maître coranique de poursuivre ces actions-là. Les rêves d'enfants de l'ensemble des talibés rencontrés, filles comme garçons, sont d'être des modèles au sein de la société. Cela nécessite une synergie d'action de l'État, des foyers coraniques et des familles de ces tout-petits. Vous l'aurez sans doute remarqué, le mois de décembre a été marqué par des températures inhabituellement chaudes comparativement aux années antérieures. La situation inquiète plusieurs citoyens qui y voient les signes d'une canicule prochaine. Mais comment expliquer cette situation? Nous avons approché l'Agence nationale de la météorologie dans ce dossier signé Lassina Ouattara et Sékou Zongo. 21 degrés Celsius de température minimale et 39 degrés Celsius de maximale observés à Ouagadougou ce 5 janvier 2021 avec une tendance haussière des températures sur l'ensemble du territoire national. Des chiffres de l'Agence nationale de la météorologie du Burkina Faso qui confirment l'appréciation de bon nombre de citoyens, à savoir une anomalie chaude avec des températures au-dessus de la normale. La nuit, je me suis couché sans me couvrir. Mais si cette année on peut se coucher sans se protéger, ce qui veut dire qu'il ne fait pas froid. L'année passée à cette heure-là, il fallait porter des blousons, des bonnets. Sinon, il faisait vraiment froid. Mais cette année, on a constaté qu'il ne fait pas froid. Nous aussi, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. L'an passé, en tout cas, on n'a pas eu beaucoup de fraîcheur, mais ça vaut mieux que cette année-là. Dans le mois de décembre, si il y a la chaleur qui est là, vraiment nous on ne comprend rien. Comme l'indique ce tableau de classement de température, le mois de décembre de l'année 2020 a été le plus chaud jamais enregistré depuis 1981. Une situation qui s'explique par deux raisons. Le premier niveau, c'est la fréquence d'un certain nombre de phénomènes extra-tropicaux qui ont eu lieu au niveau du désert. Ces phénomènes extra-tropicaux, comme vous le savez, sont des phénomènes qui se produisent au niveau des pays tempérés. Et les effets de ces phénomènes extra-tropicaux sur le désert est lié à un réchauffement du désert. Donc plus le désert est chaud,
plus effectivement les vents qui interagissent au niveau de nos pays sont relativement chauds. Le deuxième aspect qui peut expliquer effectivement le réchauffement des températures ou l'augmentation des températures au niveau du mois de décembre, c'est dû au fait que nous avons constaté que durant ce mois de décembre, une aspiration du front intertropical. Ce front intertropical entraîne une remontée de l'humidité au niveau du sud-ouest du Burkina. Et cette remontée de l'humidité entraîne effectivement une augmentation des températures au niveau du Burkina. Mais à quoi faut-il s'attendre les jours, les semaines et les mois à venir? Le citoyen lambda redoute déjà des prémices d'une forte chaleur. En tout cas, il va faire chaud cette année. Ça, il n'y a même pas de doute. Puisqu'une fois que le froid n'est pas assez là, c'est la chaleur qui va suivre. Moi, je sais que, bon, c'est pas ce qu'on souhaite, hein, mais je sais que cette année-là, et surtout en avril, on risque d'avoir 45 degrés. 45, 44, 45 degrés. Selon les prévisions de l'Agence nationale de la météorologie du Burkina Faso, cette tendance à la hausse des températures restera jusqu'à la mi-janvier, période à laquelle elles connaîtront de légères baisses. Toutefois, il serait hasardeux de prévoir des canicules, se réservent les spécialistes. Pour nous, cette situation résulte d'une variabilité climatique. Parce que à partir de l'analyse de nos données, nous ne voyons pas une tendance assez nette qui montre une augmentation des températures. Ce n'est qu'une variabilité, donc d'une année à l'autre, ce changement de température peut intervenir. Bientôt, l'harmattan se fera davantage sentir, avec des vents assez forts, informe Guillaume Nakounma, qui invite les populations à se protéger, le cas échéant, contre les vents chargés de particules et source de nombreuses maladies. Avant de poursuivre, je reprends pour vous le décret numéro 2021-001 presse portant nomination du Premier ministre, le président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution décrète. Article 1, M. Christophe Joseph Marie Dabiré est nommé Premier ministre. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. Ils sont blogueurs et pour les élections passées, ils se sont intéressés à l'aspect monitoring de la campagne par les réseaux sociaux. Le projet est porté par l'ONG Diakonia et ses partenaires en vue de contribuer à la crédibilité des résultats du scrutin. Les blogueurs étaient face à la presse le 29 décembre. Le compte rendu avec Marguerite Douanou. Face à la presse, ce 29 décembre 2020, l'Association des blogueurs du Burkina, objectif des échanges, présentait les résultats du monitoring de la campagne électorale par les réseaux sociaux pour les élections du 22 novembre dernier au Burkina Faso. La période d'observation qui s'est étendue du 15 octobre au 30 novembre a consisté à porter une attention particulière sur le ton de la communication électorale, notamment le type de discours utilisé par les acteurs politiques. La violence des commentaires négatifs et propos offensifs ont été plus adressés aux partis politiques que nominativement, c'est-à-dire directement à leurs candidats. Plusieurs débats sur le réseau social Facebook ont beaucoup plus porté sur les railleries, les moqueries que sur des débats de fond sur les programmes des candidats. Sur 13 candidats à l'élection présidentielle, 12 avaient un compte Twitter à l'ouverture de la campagne et seulement quelques-uns comptabilisaient un nombre significatif de tweets, notamment les candidats Gilbert Noël Ouedraogo et Roch Marc Christian Kaboré. Il faut noter que le candidat Roch Kaboré y a été le plus actif durant tout le processus électoral. Le monitoring de la campagne électorale par les réseaux sociaux est un programme de l'ONG Diakonia et ses partenaires. Il est prévu une campagne de vulgarisation des résultats du monitoring via les réseaux sociaux. La technique d'écriture en poésie et l'art oratoire, 21 jeunes s'y intéressent à travers une formation offerte par la Société des auteurs. La formation s'est déroulée à Bobo et a été sanctionnée par la remise d'attestation le 30 décembre. Détaillé avec Kassoum Milogo et Ismaël Saturnin Paris. Avec les airs sans repère, je baigne dans mon squematisme à cause du conformisme. Je me prends à associer à nuage. Désormais nantis de connaissances en poésie, cette vingtaine de jeunes bobolais bénéficient de la deuxième phase du projet de promotion littéraire et de formation au métier du livre et en art oratoire.
Et cette remise d'attestation est le couronnement de 6 jours de travaux. J'ai eu à apprendre beaucoup dans le domaine de la poésie, à comment articuler les vers, comment disposer mes vers, comment faire que ce que j'écris puisse toucher les gens, comment susciter de l'envie pour la poésie aux gens. Avant, j'aimais la poésie, mais je n'avais pas la stratégie pour m'exprimer. Je ne savais pas comment faire pour parvenir à un poème. Mais avec la formation, j'avoue que j'ai beaucoup appris. L'initiative de cette formation est de la sagesse. La Société des auteurs, des gens de l'écriture et des savoirs, qui entend susciter l'émergence de jeunes talents dans le domaine de l'écriture et bien d'autres. Il s'agissait d'écrire un texte sur l'extrémisme violent et un autre sur la Covid. Donc c'est au bout de ces jours-là que nous avons déjà un premier jet et que ces jets-là sont améliorés au fil du temps pour pouvoir être édités. Au-delà de cette formation en écriture de poésie, il y aura une formation en rhétorique et conte, il y aura une formation de bibliothécaire scolaire, il y aura aussi une formation en écriture de récits. Cette formation des jeunes au métier du livre et en art oratoire s'est concrétisée grâce au soutien financier du Fonds de développement culturel et touristique. Un fonds qui a pour mission principale d'offrir au secteur culturel et touristique un accompagnement financier et technique pour leur épanouissement. Hors de chez nous en Centrafrique, le président sortant, Faustin Archange Touadéra, est réélu au premier tour de la présidentielle avec 53,92% des voix. Une élection remportée face à une opposition dispersée de 16 candidats. Il a été réélu dès le premier tour. Faustin Archange Touadéra s'engage pour un deuxième mandat. Lundi soir, malgré l'annonce tardive de sa victoire, ses partisans sont sortis dans les rues. La population n'a pas besoin des armes pour prendre le pouvoir. Nous avons tout temps souffert. Il a fait de son mieux pour avancer le pays dans 5 ans. Et c'est tout à fait normal pour que les Centrafricains le votent. Selon la commission électorale, près de 700 000 électeurs se sont déplacés dans les bureaux de vote sur les 1,8 million d'inscrits. Faustin Archange Touadéra ayant recueilli la majorité absolue des suffrages valablement exprimés avec 346 687 voix, soit 53,92%. Les résultats définitifs doivent être annoncés le 19 janvier, le temps d'éventuels recours, ce que compte bien faire l'opposition qui conteste ces résultats. Plusieurs candidats, dont le principal opposant Anissé Georges Dologuélé, ont demandé l'annulation du scrutin. Ils dénoncent des fraudes massives ainsi que des électeurs privés de vote. Dans une grande partie du pays, de nombreux bureaux sont restés fermés à cause de violences. Depuis la guerre civile en 2013, les 2/3 de la Centrafrique sont contrôlés par des groupes armés, des milices qui entendaient empêcher la tenue du vote. La capitale Bangui semble préservée, notamment grâce à des renforts militaires de la mission de l'ONU, de la Russie et du Rwanda. En revanche, des affrontements ont lieu dans le reste du pays, notamment à Damara, à 70 km de la capitale, et à Bangassou. Le gouvernement accuse François Bozizé d'être complice de ces groupes armés. Depuis lundi, l'ex-président chassé du pouvoir en 2013 est poursuivi pour rébellion et sédition. Une élection sénatoriale très attendue en Géorgie. D'elle va dépendre la couleur politique du Sénat américain et de ce fait de la marge de manœuvre du nouveau président élu Joe Biden. Élection sénatoriale en Géorgie, aux États-Unis, 2 sièges sont à pourvoir. De cette élection va dépendre la couleur politique du Sénat américain et par conséquent la marge de manœuvre dont va pouvoir disposer le nouveau président Joe Biden. Il l'a bien compris et a encouragé les électeurs de ce petit État du Sud profond à aller voter en masse pour enfin faire pencher la Chambre haute côté démocrate. Donald Trump, de son côté, a essayé de faire oublier qu'il avait été pris la main dans le sac ce week-end en essayant de corrompre le responsable local des élections et lui demander de trouver les bulletins de vote nécessaires pour annuler sa défaite dans cet État clé. Un dossier sur lequel les responsables républicains ont soigneusement évité de s'exprimer avant le scrutin de ce mardi. Kelly Loeffler et David Perdue sont opposés aux démocrates John Ossoff et Raphaël Warnock. Si ces 2 derniers remportent les 2 sièges, le Sénat américain comptera 50 démocrates et 50 républicains. Et c'est Kamala Harris, la vice-présidente de Joe Biden, qui aura le dernier mot sur le vote des lois présentées au Sénat.
Je reprends pour vous ce décret portant nomination du Premier ministre, le président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, décrète, article numéro 1, M. Christophe Joseph-Marie Dabiré est nommé Premier ministre. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 5 janvier 2021, signé Rockmark Christian Kaboré. Et c'est tout pour l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.